Dans la vidéo précédente que je vous invite à retrouver ici, je vous ai parlé des difficultés à appréhender liées au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ces difficultés peuvent être la gestion des informations, les tâches administratives toujours plus nombreuses, le stress et la charge que tout cela peut engendrer. C'est ce que nous, enseignants, appelons généralement la surcharge administrative. Dans cette vidéo, je vous donne quelques premiers outils et quelques attitudes pour y faire face. Des bons plans et une manière de se mettre au travail lorsque l'on veut améliorer son organisation personnelle. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Michael et aujourd'hui, je vous propose quelques attitudes et quelques bons plans pour progresser dans votre organisation personnelle, que ce soit en classe ou hors de la classe. Sentez-vous libre de naviguer d'un élément à l'autre dans le sommaire qui est dans la description ici en dessous de cette vidéo. Laissez-vous interpeller par certaines propositions qui vous parlent et laissez de côté tout le reste. Mais surtout, cliquez sur le pouce, abonnez-vous et indiquez en commentaire l'outil ou l'attitude qui vous parle le plus. Merci beaucoup. Votre objectif n'est pas de devenir un professionnel en organisation personnelle ou en gestion, mais simplement d'utiliser des bonnes méthodes dans le travail que vous aimez faire, l'enseignement. Ces bonnes méthodes peuvent vous aider au quotidien à avoir une vie plus organisée et à enseigner de manière plus sereine. Il n'est donc pas nécessaire de vous mettre la pression pour être parfait tout de suite dans tous les domaines énoncés ci-après. Vous n'avez pas non plus attendu cette vidéo pour trouver des solutions à vos problèmes. Il n'est donc pas nécessaire de tout jeter à la poubelle et de recommencer à zéro comme si vous débarquiez sur la planète Terre au XXIe siècle aujourd'hui. Il y a certainement toute une série de choses que vous faites et qui sont déjà très bonnes et très efficaces. Travaillez ce qui est pertinent aujourd'hui. Trouvez une solution aux problèmes qui vous tracassent vraiment maintenant et laissez le reste pour plus tard. N'imitez pas les autres. Ne faites pas comme les autres font parce que vous trouvez que c'est bien ou tout simplement parce que les autres font toujours mieux que vous. Cherchez une solution qui répond à vos problèmes aujourd'hui. Visez la sérénité, pas la perfection. Lorsque nous parlons d'organisation personnelle, nous parlons de prendre de bonnes habitudes. Et mettre en place une habitude passe par un certain processus, mais surtout prend du temps. Si vous installez toute une série de choses, mais que cela ne devient pas une routine, une habitude, vous perdez votre temps et votre énergie. Lorsque vous voulez améliorer un domaine, vous ne devez pas seulement mettre en place une bonne idée, mais aller jusqu'à la routine, c'est-à-dire jusqu'à la répétition quotidienne ou régulière de cette bonne idée. Cela demande du temps, de l'énergie, de la patience, de la persévérance. Cela se fait petit à petit. Vous ne pouvez pas tout changer d'un coup, mais vous pouvez changer une habitude à la fois. Le changement demande de l'énergie et du temps. À court terme, vous allez en perdre, mais c'est un investissement. C'est perdre du temps et de l'énergie aujourd'hui pour en gagner demain. Apprendre à s'organiser, c'est plus un marathon qu'un sprint. C'est mettre en place de nouvelles habitudes qui seront encore valables dans 1 an, dans 5 ans, et non pas seulement terminer la semaine. Il faut donc s'économiser, économiser son énergie, économiser son temps et voir loin. L'esprit sert à produire des idées, pas à les retenir. Cette phrase de David Allen, qui est l'inventeur de la méthode GTD, Get the Things Done, c'est-à-dire que les choses soient faites, explique bien ce que l'on entend par second cerveau. Notre cerveau humain permet d'avoir des idées, mais il ne va pas être d'une très grande utilité pour s'en souvenir ce soir, demain, dans une semaine. La notion de second cerveau, c'est d'avoir un outil à côté de soi, qu'il soit électronique ou papier, qui va prendre cette tâche de mémorisation.
dans lequel nous pourrons retrouver non seulement toutes les bonnes idées que nous avons eues au cours de la journée, mais aussi nos rendez-vous, la liste des choses à faire. C'est une pièce maîtresse de l'organisation personnelle. L'histoire rapporte que Léonard de Vinci avait déjà un carnet pour noter toutes ces bonnes idées. Dans notre métier, on parle souvent de charge mentale, voire même de surcharge mentale. Trop de choses à faire, trop de choses à penser. Je vous présente la solution du XXIe siècle pour ce problème, le second cerveau. Tiago Forte, qui en est l'inventeur, a écrit un livre de plus de 270 pages consacré à ce thème. Je ne vais donc pas pouvoir vous le résumer en quelques minutes. Mais, bonne nouvelle, ce livre vient de sortir aux éditions Erol en français. Donc si vous voulez une explication par le détail de cette notion de second cerveau, je vous mets un lien dans la description. Le but, c'est de se vider le cerveau, d'avoir un vide cerveau et de pouvoir retrouver toutes ces informations rapidement. Bien sûr, au-delà de l'outil, il y aura une routine pour pouvoir gérer toutes ces informations. Cela pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Le point précédent nous amène tout naturellement à ce point-ci, les checklists. Les listes de choses à faire ou parfois juste à vérifier. Par exemple, lorsque j'ai commencé cette vidéo, j'ai passé trop rapidement peut-être à travers ma checklist de prise de vue et j'ai oublié d'allumer mon micro. Donc j'étais bon pour faire une deuxième prise. Dans nos classes, il y a un certain nombre de moments qui sont répétitifs. Je pense particulièrement à l'accueil ou à la fin de la journée. Et dans nos préparations de journée, il y a aussi toute une série de choses que nous devons penser pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour chacun des jours où nous enseignons, avec des régularités qui sont les mêmes pour tous les jours, et puis d'autres éléments qui sont spécifiques à un jour où nous allons, par exemple, à la gymnastique ou à la natation. Pourquoi ne pas créer une liste avec toutes les choses auxquelles nous devons penser et simplement le matin se décharger le cerveau en vérifiant que chacun des éléments de cette liste a été effectué. Ça peut être pour commencer, terminer une journée, ça peut être pour préparer sa semaine, la liste de tout ce que nous avons besoin de penser pour que la semaine soit prête et bien organisée. Ça peut aussi être pour une course d'école, pour partir en camp, ces événements qui se passent pas très fréquemment, mais qui peuvent revenir d'une année à l'autre. Autant, une fois qu'on est vraiment lancé dans cette activité, créer une checklist et l'année d'après, on n'aura qu'à la reprendre, à l'adapter éventuellement. Le travail sera déjà fait en grande partie. Et si on organisait notre journée sous forme de checklist? Vous savez que tous les lundis, vous avez par exemple maths, français, dessin, sciences. Vous pourriez avoir une checklist que vous allez réutiliser chaque lundi qui vous donne déjà les grands thèmes, c'est-à-dire les titres de matières, les matières que vous allez utiliser pour cette journée-là. Ensuite, vous n'avez plus qu'à compléter en mathématiques, je fais ceci, en français, je fais ceci, en art visuel, je vais faire ça, et en sciences, je prends tel et tel élément. Vous avez déjà votre trame, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Mais surtout, sur cette page prédéfinie, vous allez pouvoir ajouter tous ces petits éléments qui nous restent souvent dans la tête et que, je dois bien l'avouer, souvent j'oublie. Par exemple, que Jules doit me rendre son devoir d'hier, que Annick doit rapporter son évaluation signée, que Pierre était malade la semaine passée et donc il faut que je lui donne le travail à rattraper et peut-être que je récupère ce qu'il ne m'a pas rendu. Et puis aussi me rappeler que le papa d'Hector viendra chercher 15 minutes avant la récréation parce qu'il doit aller chez le médecin. Et qu'à ce moment-là, il faut absolument que je lui dise que cet après-midi, je lui rappelle qu'on part 15 minutes plus tôt pour cette visite qui était prévue. Toutes ces choses-là, si je les confie à mon cerveau humain, il y a beaucoup de chances que beaucoup passent à la trappe. L'idée de ce second cerveau et de cette note journalière, de cette checklist journalière, c'est de pouvoir m'en rappeler et on peut même pousser le vice un peu plus loin en demandant à la checklist un petit signal sonore quand il y a quelque chose d'important dont on doit se rappeler à un moment précis. La règle des 2 minutes, c'est une règle de gestion des tâches. Par tâche, j'entends pas quelque chose de très important, mais simplement toutes ces petites choses que l'on doit faire. Je reçois un email qui me demande
de rendre tel document pour tel élève. Si répondre à cet email me prend moins de 2 minutes, je peux le faire tout de suite. Si cela me demande des recherches, une rédaction et que c'est une tâche qui va me prendre plus de 2 minutes, je vais simplement la noter et l'agender pour qu'elle soit faite à un moment où je pourrais faire cela, et peut-être avec d'autres tâches qui prendront entre 5 et 10 minutes. Ainsi, mon cerveau est vidé, je ne vais pas avoir besoin de me souvenir que je dois absolument faire cela et je ne vais pas perdre du temps maintenant pour une tâche qui est trop grande par rapport au temps que j'ai envie de consacrer. Mais la gestion des emails et tout ce que cela engendre, ça pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos rien que pour ce sujet-là. Donc, on ne va pas s'y attarder plus longuement. Au moment où j'écrivais cette vidéo, mon épouse est venue me trouver. Elle m'a dit « Il fait beau, il y a de la neige qui est tombée, et si on allait profiter d'une sortie à la neige ce matin ?» L'avantage d'avoir une journée bien organisée, c'est que je n'ai pas eu besoin de me dire « Au secours, qu'est-ce que je vais devoir faire quand ?» etc. J'ai tout simplement pris mon agenda de la journée, la liste des tâches, et j'ai vu que je pouvais vraiment profiter d'une heure et demie ou 2 heures à la neige et que j'avais moyen de réorganiser le reste pour que d'ici la fin de la journée, tout puisse être fait. L'avantage d'une bonne organisation, et le but même, ce n'est pas de travailler plus. Ce n'est pas d'ajouter à l'infini des tâches, c'est de pouvoir profiter de ce qui nous plaît, profiter de notre famille, profiter de marcher, profiter de faire du sport, profiter de nos amis, profiter de la vie. On ne s'organise pas pour l'organisation en elle-même, on ne s'organise même pas pour travailler plus, on s'organise pour profiter de la vie. Comment est-ce que vous gérez l'arrivée de vos élèves dans votre classe? Pendant des années, ça a été un stress pour moi. Parce que j'avais plein de choses à me dire, j'avais plein de choses à vérifier, et en général, ce qui les intéressait eux et ce qui m'intéressait moi, ce n'était pas forcément la même chose. Depuis 3 ans, j'ai mis un sas d'accueil intelligent, c'est-à-dire une routine d'entrée en classe, pour les élèves et pour moi. Ce qui permet à chacun de pouvoir communiquer ce qu'il a envie ou ce qu'il a besoin, ce qui permet à chacun de savoir ce qu'il doit faire et que les choses puissent se passer dans le calme. Tout simplement, dans la routine du matin, les élèves ont un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire sans moi. Rendre les leçons dans des casiers prévus à cet effet, indiquer leur émotion du jour, et puis après tout simplement entrer en temps calme, soit dans un coloriage, soit en complétant leur journal de la semaine. Cela nous permet à tous d'avoir une entrée en journée qui est calme. Et pendant ce temps, je peux vérifier les présences, relever les documents dont j'ai besoin et aussi accueillir ce que les élèves ont besoin de me dire, vu qu'ils ont tous une petite carte qu'ils peuvent venir déposer sur mon bureau et je peux les appeler chacun à leur tour pour qu'ils me racontent un événement très important, un document oublié ou tout simplement quelque chose qu'ils ont besoin. De cette manière, lorsque nous commencerons la classe environ 10 minutes plus tard, tout le monde sera prêt, aura pu déposer et aura pu penser aux différents éléments qui étaient nécessaires pour ce début de journée. Cela permet de commencer la journée de manière plus sereine et chacun a eu pour son compte. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à plein d'autres choses. C'est ce qu'on dit dans le mariage. Si je dis oui pour me marier avec mon épouse, en même temps je dis non à toutes les autres femmes. Dans notre emploi du temps, c'est la même chose. Si je choisis d'accepter telle tâche ou tel projet, ça veut dire que le temps que je vais consacrer à ce projet-là ne reviendra pas. Il n'y a pas d'épargne de temps. Le temps est peut-être notre denrée la plus précieuse. Chaque journée passée ne reviendra pas et ne peut pas être économisée pour le futur. L'énergie non plus d'ailleurs. Donc si j'accepte une tâche supplémentaire, professionnelle ou autre, je ne pourrai pas passer du temps avec mes amis pendant ce temps-là ou avec ma famille. Je ne pourrai pas regarder mon émission préférée. Je ne pourrai pas faire du sport. Et donc avant de dire oui peut-être trop souvent, c'est intéressant de penser aux implications que ça aura concrètement dans mes journées ou mes semaines à venir.
le quart d'heure de gestion quotidien. J'ai pris l'habitude de prendre un moment, soit avant de quitter ma classe, soit dans le train sur le chemin de retour, pour gérer l'administratif du jour. Souvent, dans les différentes activités qui remplissent nos journées et parfois même la pause de midi, on n'a pas le temps de terminer tous ces éléments-là. J'appelle cela le quart d'heure administratif. La durée est très indicative et très variable en fonction de ce qui est arrivé dans cette journée. Durant ce temps, j'ai une checklist que je passe en revue pour gérer tous les messages que j'ai reçus sur les différents canaux, que ce soit Teams, WhatsApp, Signal, des e-messages, des SMS et ce genre de choses-là. Je passe aussi en revue tous les mails que j'ai reçus et que certainement je n'ai pas encore traités. Et puis je passe aussi toutes les informations qui sont arrivées dans ma veille pédagogique et technologique, mais ça c'est encore une autre histoire. Nous avons parlé de tout ce que ces éléments pourraient nous apporter à nous en tant qu'enseignants. Comme toujours, lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, nous pouvons aussi en faire part à nos élèves. Lorsque nous progressons dans un domaine, cela nous rend tout à fait pertinent pour pouvoir l'enseigner à d'autres et donc à nos élèves en premier lieu. Qu'ils aient ici 8 ou 10 ans, voire plus, un certain nombre d'éléments abordés dans cette vidéo peut leur être bénéfique. Par exemple, cette histoire de checklist. Ça peut leur servir quand ils partent au camp, mais ça peut aussi leur servir pour faire leur sac d'école le matin avant de venir à l'école ou en fin de journée, voire le vendredi, lorsqu'ils doivent prendre les différentes leçons, cahiers, livres pour la semaine suivante. Et puis, pourquoi ne cocheraient-ils pas dans l'agenda chaque fois qu'ils ont fait un devoir? Cela leur permettrait d'éviter d'oublier d'en faire un, et puis de prendre la bonne habitude surtout de sortir cet agenda, ce cahier de texte ou ce journal de classe tous les jours à la maison pour s'assurer qu'ils ont bien fait tout ce qui était attendu d'eux pour le lendemain. Quelque chose que j'ai commencé récemment avec mes élèves, c'est leur donner un cahier de bord. Dans justement ce temps calme dont on parlait un petit peu avant, ils ont la possibilité de dessiner, colorier et de compléter ce carnet de bord avec quelque chose qui les aura marqués pendant la semaine. Ça peut être tout simplement le programme des cours, comme certains font. Ça peut être un dessin avec juste une phrase d'un élément dont ils se souviennent. Souvent, ce n'est peut-être pas ce que nous aimerions qu'ils se souviennent, mais disons que c'est quelque chose qui est important pour eux et c'est un bon début dans cette idée de journaliser leur vie. Mais ça peut aussi être un endroit où ils pourraient noter les idées qui leur passent par la tête, comme un début de second cerveau. Toutes ces idées-là, c'est aussi valable pour nos élèves. Et si on apprend à mieux s'organiser, non seulement il y aura des effets indirects vis-à-vis de nos élèves, c'est-à-dire qu'on sera plus serein, on pensera plus aux choses et on sera plus à leur écoute, mais il y a aussi des effets directs, c'est-à-dire qu'on peut leur apprendre déjà, dès leur plus jeune âge, à s'organiser. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo. Certainement trop courte, pas forcément très organisée. Je vous ai donné peut-être juste envie de commencer à vous organiser et à prendre connaissance de ces principes qui nous aident à avoir une vie plus efficace pour garder du temps pour ce qui nous tient vraiment à cœur et de la présence d'esprit pour être plus serein dans notre classe. Ce n'est pas pour rien que les enseignants professionnels en organisation personnelle proposent des formations qui durent plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la gestion du temps en général, mais aussi sur la gestion de l'information, des emails, des messages, etc. Si vous désirez approfondir une notion ou l'autre, je vous mets des liens affiliés dans la description de cette vidéo pour suivre une formation de Mathieu Desroches ou de Julien Guégnat. Bien sûr, je ne manquerai pas de revenir dans de prochaines vidéos sur d'autres éléments peut-être un peu plus approfondis qui touchent à l'organisation personnelle. Pour que ces éléments ne restent pas seulement de bonnes idées, indiquez dans les commentaires ici-dessous quel élément vous avez envie de mettre en pratique. Écrivez aussi, pourquoi pas, les idées que vous avez déjà utilisées pour améliorer votre organisation quotidienne. Ce qui a fonctionné, peut-être ce qui n'a pas fonctionné aussi. Cet échange sera intéressant pour chacun des internautes qui verra cette vidéo et qui pourra lire vos commentaires.
Vous avez également la possibilité de poser vos questions pour recevoir des conseils ou peut-être pour demander une vidéo sur un sujet spécifique. N'hésitez pas à mettre tout cela dans les commentaires ici dessous. J'espère que cette vidéo vous donne quelques réponses par rapport à tous les problèmes et toutes les questions soulevées dans la vidéo du mois précédent. En attendant, faites ce que vous aimez, enseignez. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Cela permettra à la vidéo de faire son petit chemin dans l'algorithme de YouTube et de toucher de plus en plus d'enseignants. La plupart des internautes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ça veut dire qu'ils ne seront pas prévenus des prochaines vidéos qui viennent, mais aussi qu'ils ne disent pas à l'algorithme que ces vidéos peuvent être intéressantes. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous en cliquant sur le bouton et puis cliquez aussi sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Actuellement, elles sortent le premier lundi du mois, mais il se pourrait que certaines vidéos sortent également à d'autres moments. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou autres. Et puis aussi, pourquoi pas, à partager ce que vous apprenez dans vos salles des maîtres. Cela permet de faire croître l'audience. Cela permet de partager ces informations, si vous les trouvez utiles, à de plus en plus de collègues. Et puis de faire grandir petit à petit cette toute petite chaîne. Merci beaucoup de votre aide.